l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance. L'indépendance, on va encore rentrer à l'intérieur. Il y a, en plus de ces principes, un certain nombre d'éléments qu'on a ajoutés, qui sont des codes qui rendent, en fait, qui développent ces principes dans le cadre de nos opérations. Vous avez ce qu'on appelle le droit international humanitaire. Pour les juristes, on appelle ça droit de la guerre. Certains demandent pourquoi il y a un droit pour faire la guerre. Ce n'est pas un droit pour faire la guerre, mais c'est un droit pour faire la paix et pour humaniser la guerre. Si on ne peut pas éviter la guerre, on peut s'assurer que la guerre ne soit pas un moyen pour faire tout ce qu'on veut. Il y a ces codes et il y a aussi ces ONG ou les Nations Unies par moment où il y a un ensemble de codes de travail. Et c'est tout cela, quand on réunit ces éléments, on se retrouve en train de parler des principes. Très souvent, quand on dit principe humanitaire, on va citer rapidement les 4 principes. Humanité, impartialité, neutralité, indépendance. Mais à l'intérieur, ce qui est vraiment capital, c'est qu'il faut savoir que dans notre conduite de tous les jours, nous devons faire en sorte que ces principes réjaillissent. Comme je l'ai dit, le droit international humanitaire ou droit de la guerre, c'est la base. Ça a donné un ensemble de règles qui sont d'ordre à amener les protagonistes pendant un conflit à respecter la vie humaine. L'ensemble de ces règles-là fait en sorte que personne ne peut décider. Aujourd'hui, un exemple, on ne peut pas, parce que je suis en train de combattre un peuple ou de combattre un gouvernement ou quelque chose, d'utiliser un certain nombre d'armes. Ces armes qui ne distinguent personne. Et je dépose une bombe qui, en même temps, tous ceux qui passent, ça prend tout le monde, sans distinction. Le DIH fait en sorte que nous tentons d'éviter cela. Nous devons protéger les personnes et les biens pendant les guerres. On vous dira que quand quelqu'un est même en combat, en tenue, quand la personne est blessée, ne porte plus d'armes, cette personne doit être protégée. Moi, mon rôle, c'est d'assister les personnes qui sont dans le besoin. Donc, j'essaie de faire en sorte que le travail que je fais, je ne prends pas parti. Donc, quand vous commencez à rentrer dans ces règles de droit international humanitaire, vous commencez à définir les principes. En définissant tous ces éléments à travers le droit international humanitaire, nous revenons à ces principes de base. Et la question des codes de conduite. En 2012, ici au Burkina, quand il y avait le conflit a éclaté au Mali et qu'on avait reçu des réfugiés au Burkina Faso dans le Sahel, la première fois qu'on entendait parler de code de conduite, c'était à l'occasion d'une affaire de mœurs, où un travailleur humanitaire avait été indexé par un groupe. Les réfugiés comprenaient beaucoup plus même le travail que nous faisons que certains de nos collègues. Juste par le comportement, la personne a attiré l'attention du fait qu'il y a des risques. Parce que ce qui va arriver, un jour, il va demander plus pour pouvoir avoir accès à l'assistance. D'où la personne, le bénéficiaire voyant là où on partait, a attiré l'attention rapidement sur un certain nombre de comportements. Le code de conduite nous permet d'être stricts, d'être en règle vis-à-vis des personnes que nous devons assister. Que l'assistance que nous portons à ces personnes ne soit pas basée sur quelque chose. L'assistance est gratuite. Ça, il faut le savoir.
c'est l'éthique recommandée. Quand je dois assister une personne, je dois me demander, est-ce que ce que je suis en train de mettre en place, est-ce que moi, dans cette situation, si on me proposait ou si on faisait certaines choses, ça pourrait aller avec ma personne. Je le ramène à moi en me demandant, est-ce que cela pourrait avoir un impact sur ma personne? Si je sens que non, je ne peux pas accepter cela, il faut déjà se poser des questions sur ce qu'on veut demander ou ce qu'on veut faire. L'ensemble de nos comportements, par moment on dit nos comportements en dehors du cadre de travail, non, les comportements en dehors du cadre de travail peuvent réagir dans le travail que nous faisons. Quelqu'un qui prend position ouvertement sur des questions politiques très tendancieuses dans le pays peut facilement compromettre sa capacité d'action. C'est très capital d'éviter de prendre un certain nombre de positions ou de s'afficher d'une certaine manière. Volontairement, j'accepte de ne pas afficher un certain nombre de comportements. Parce que ce que je pose comme acte peut avoir un impact sur le fait que l'assistance que je porte aux personnes peut être difficilement appréhendée par mes interlocuteurs. Alors, pourquoi ces principes? Pourquoi nous devons avoir des principes? Parce qu'en toute situation, que ce soit dans les crises prolongées ou crises complexes, que dans ces situations, on puisse agir. Nous devons en tout temps, en tout lieu, avoir la capacité d'intervenir. Si nous prenons des positions un peu à l'encontre de certaines actions ou que notre manière d'agir ou de regarder peuvent avoir un impact, ça va restreindre notre capacité d'intervenir. Dans ces contextes que vous voyez, les principes humanitaires aujourd'hui essayent d'aider les acteurs humanitaires à travailler dans ces zones. Si nous laissons tout le monde faire ce qu'il veut, on va se retrouver dans une situation où certains utilisent même les groupes armés pour les faire rentrer dans certaines zones. D'autres vont aller plutôt vers l'État pour rentrer dans certaines zones. D'autres vont décider de dire aux populations, bon, c'est un peu compliqué là où vous êtes, moi je vais m'asseoir au milieu, venez, je vais donner l'assistance à ce niveau. Nous devons avoir une approche commune. Les principes humanitaires nous dictent d'arriver à une approche commune. C'est pourquoi on essaye autant que se peut de faire en sorte que chaque action que nous posons soit basée sur ces principes que nous avons cités là. Ces principes sont définis dans un protocole qui traite de tout ce qui est accès, qui traite aussi de tout ce qui est la sécurité. La sécurité dans le cadre de l'action humanitaire et la sécurité qu'on connaît d'habitude, ce n'est pas forcément la même chose. Il y a certains points qui se réunissent et il y a d'autres points qui ne se réunissent vraiment pas. Donc, nous devons faire en sorte que dans l'action humanitaire, les principes doivent guider nos actions parce que nous avons ici ces éléments qui font en sorte que sans les principes, notre intervention ne pourra pas avoir lieu ou va se faire dans un contexte très difficile. L'humanité. C'est quoi l'humanité? L'humanité, c'est le fait de ressentir la souffrance des personnes qui sont dans le besoin et face à cette souffrance-là, donc de prendre des mesures qui permettent soit de prévenir ou de soulager la souffrance de ces personnes-là. Il y a des philosophes qui nous disent que sentir la souffrance de la personne reste juste superficiel.
et la personne sentira jamais la même souffrance que l'autre qui souffre véritablement. C'est philosophique. Mais quand nous essayons de sentir cette souffrance, nous nous engageons dans une perspective d'aider ces personnes. Donc, toute action dans l'humanitaire où on a le mot humain, c'est d'abord de se dire que nous voulons apaiser la souffrance. Parce que dans une communauté, s'il y a deux personnes qui ne vont pas bien, sois sûr que d'ici là, tu seras certainement la troisième personne. Donc, faire en sorte que la souffrance humaine soit apaisée partout où on est. On a parlé de neutralité. C'est quoi la neutralité? Dans les principes qu'on a cités ici, il y a la neutralité. C'est quoi la neutralité? C'est de ne pas prendre parti. Ce qui est particulièrement important quand on travaille dans un contexte conflictuel. Ne pas prendre parti. Au Burkina Faso, on a l'autre groupe et on a l'autre groupe. Et nous, on est au milieu. On ne prend pas parti. Et c'est très difficile par moment d'expliquer pourquoi je ne dois pas dire terroriste. Pourquoi je ne dois pas jubiler quand l'armée fait des ravages ici ou quand l'autre fait des ravages dans l'armée. Ce n'est pas mon problème. Parce que nous devons rester neutres. Du moment où je sors de ma bouche, les terroristes, ça veut dire que je donne un qualificatif à un groupe. Quand tu essaies de donner des qualificatifs, ça veut dire que tu prends parti. Ça, c'est dans la pratique des choses. Quand tu tentes de trouver une raison du pourquoi cette attaque et du pourquoi cette intervention, tu prends parti. Ce n'est pas de notre rôle. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça. C'est leur travail. Nous, notre travail, c'est de trouver les personnes dans le besoin et d'aller les assister. Donc, nous devons travailler à rester neutres. Et rester neutre, c'est très capital parce que c'est dans ça. Quand je qualifie un groupe de terroristes, je vais sortir avec mon camion de riz. Je vais traverser un groupe qui peut être contrôlé par des groupes armés. Ah, ok, c'est vous qui m'appelez terroriste là. Vous allez vous arrêter ici. Tant que vous n'allez pas changer de manière de voir, vous allez vous arrêter ici. Donc, du coup, juste le fait d'avoir prononcé quelque chose peut être... Souvent, nous devons intervenir aux côtés de certains partenaires, comme le gouvernement. Quand vous devez intervenir aux côtés du gouvernement, c'est la chose la plus difficile, dans un contexte où il y a deux entités qui se combattent. Le gouvernement, à travers les forces armées, est partie prenante au conflit. Et je dois intervenir parce que les principes nous disent, ou les règles nous disent que nous devons assister les populations avec le gouvernement parce que c'est le gouvernement qui est le premier répondant. Mais nous devons, tout ce truc, arriver à trouver notre route et de rester neutre. C'est pourquoi il faut toujours ramener la personne humaine qu'on doit assister au centre. Je vais assister une population dans une zone difficile. Très difficile. Mon comportement peut faire en sorte que je n'y arrive pas. Être neutre ne veut pas dire qu'on n'aime pas son pays. On peut bien aimer son pays et aimer les personnes, mais pas rentrer dans les débats. Les travailleurs humanitaires actuellement, en toute subtilité ou n'arrivent pas à savoir, par moment, on sert les causes de certains groupes politiques. Sans le savoir. Donc, nous devons faire quoi?
actuellement? Donc, nous devrons être regardant sur en fait, notre principe d'indépendance totale, qui est que notre action n'est pas gouvernée, n'est pas en fait menée par quiconque. Voilà. Notre action n'est pas menée par quiconque. Je donne un exemple. Dans des discussions avec une autorité régionale, il me dit, vous ne devez pas intervenir dans ce point A parce que je pense que dans ce point A, il n'y a pas suffisamment de besoins. Mais je vous conseille d'aller plutôt dans le point B. Qu'est-ce que nous devons faire? On doit vérifier, on doit évaluer nous-mêmes. Notre action n'est basée que sur le besoin. S'il y a le besoin, nous intervenons. S'il n'y a pas de besoin, oui, c'est toi l'autorité, on est d'accord, mais ce n'est pas ça notre rôle à nous. Nous devons travailler à maintenir notre indépendance opérationnelle. Quand nous devons intervenir, nous allons intervenir sur une base d'analyse, d'évaluation de base avant de prioriser. Cela veut dire quoi? Impartial. Pour moi, l'impartialité, c'est de traiter toutes les parties à égalité, de les traiter de la même manière. Traiter de la même manière. Ça veut dire, si j'ai des personnes déplacées dans une zone et j'ai des personnes déplacées et j'ai des communautés hautes dans la même zone, je dois les traiter de la même manière. C'est ça, c'est ce que ça veut dire? Il y a non seulement ça, mais pour moi, il y a également le fait de traiter les parties en conflit de la même manière. Pour moi, l'impartialité, c'est de ne pas traiter en fonction de la race, de l'appartenance quelconque du bénéficiaire, mais aussi il y a la question de proportionnalité dans l'aide qu'on doit apporter. On doit apporter la plus grande aide aux plus grands besoins. Voilà. Dans une situation de vulnérabilité, on a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres personnes. Donc, il faut une évaluation qui permette de déterminer qui est plus vulnérable pour apporter l'aide. Parce que les acteurs humanitaires ne peuvent pas combler tous les besoins. Donc, il faut déjà qu'il y ait ce travail-là qui soit fait. Dans l'impartialité également, on a cette notion de ne pas avoir de subjectivité dans la manière de travailler, ne pas avoir de subjectivité justement par rapport aux bénéficiaires qu'on a en face et de ne pas avoir aussi de parti pris. La différence nette entre neutralité et l'impartialité se situe à qui on adresse le mot. Je vais dire la neutralité quand je suis dans une opération où il y a une partie autre que moi. Et l'impartialité, nous avons notre cible, avec qui on fait corps. C'est notre vis-à-vis. Nous n'intervenons que sur la base des besoins. Très souvent, cette communication n'est pas comprise parce que quand on dit on a 2,9 millions de personnes dans le besoin et nous avons la capacité d'assister 2,2 millions de personnes, on me demande, mais le reste là, vous allez faire quoi avec? C'est parce que nous priorisons. Nous rentrons à l'intérieur, nous regardons nos capacités, nous regardons là où il y a vraiment les besoins et nous essayons d'assister ces personnes. Donc, on va toujours être impartial en regardant là où véritablement il y a le besoin.
avec ces principes, il y a un autre élément qui s'ajoute, non moins important, mais très capital, qui accompagne l'ensemble de ces interventions. Nous allons, parce que tout cela va être lié au fait que nous voulons assister, donner quelque chose de dur à manger, de l'eau, de l'école. On veut donner quelque chose qu'on peut toucher. Mais il y a quelque chose d'autre qu'on ne peut pas toucher, qui est très capital, qui doit être mis en avant. La question des droits humains. Dans l'intervention humanitaire, il y a un certain nombre de groupes qui sont concernés ou qui ont la responsabilité de faire ce travail. C'est pourquoi il n'est pas permis à tout le monde. OCHA ne va pas forcément s'engager à pousser ces questions. Nous relevons ces questions et nous faisons en sorte que ces questions soient discutées dans les cadres qu'il faut. Vous avez ici le Haut Commissariat des droits de l'homme pour les Nations Unies qui porte cette question. Il n'y a pas longtemps, on a entendu parler de tout ce qui concerne les exactions des groupes armés. Nous avons certains ONG qui ont soulevé un certain nombre de questions parce que c'est leur mission et ils ne font pas autre chose que ça. Vous avez, pour tout ce qui concerne les droits des personnes réfugiées sur un territoire donné, le HCR qui porte cette question, et vous avez tous les autres ensembles où le CICR essaye de travailler. C'est un ensemble qu'il faut arriver à avoir et laisser chacun dans son rôle. Nous rapportons bien sûr, si nous parlons des questions de violence basées sur les genres, prenons le cas des viols, il y aura toujours une entité. Nous allons relever le nombre de cas, les personnes. Mais l'intervention ne sera pas dans le contexte que nous avons. On va rapporter et mettre en place un dispositif qui puisse accompagner tout cela. La question des droits de l'homme, on l'a dit, ça fait partie intégrante de l'aide humanitaire. Quand vous mettez un dispositif d'aide en place, il faut mettre en place un dispositif pour relever et répondre en amont et faire en sorte que ces violences ou ces questions de violation des droits de l'homme ne soient pas là, et si c'est là, d'y répondre avec toute la rigueur qu'il faut. Merci Joma. En fait, c'était une très bonne présentation. Juste que je voudrais attirer l'attention sur un des principes extra que je dirais que personnellement, pour moi, c'est le plus important. C'est le principe ne pas nuire. Donc, c'est très important, justement, tous ces principes qu'on a évoqués. Pas vrai, on a parlé de humanité, indépendance, impartialité et neutralité. Mais un principe, une condition sine qua non pour nous autres acteurs humanitaires, c'est le principe ne pas nuire, afin de faire en sorte que nos actions ou encore l'assistance que nous allons apporter ne nuisent pas davantage aux gens. Parce que c'est une chose de porter assistance, mais la façon dont on le fait, souvent, on est en train de nuire davantage. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si, Juma, vous voulez faire un commentaire là-dessus ou bien s'il y a une question, mais c'est vraiment fondamental dans ce principe, ne pas nuire. Merci. Ne pas nuire. Quand nous intervenons, nous devons faire en sorte que les principes humanitaires se mettent en avant et que ces principes humanitaires nous aident à ne pas nuire à nos bénéficiaires. Et on dit aux personnes qui sont dans le besoin, ce n'est pas nos bénéficiaires. Les terminologies sont très capitales qu'il faut éviter d'instrumentaliser les personnes. Je voulais juste revenir par rapport à la question des droits humains tels que posés. Juste pour dire que l'assistance qui est faite dans le cadre humanitaire est toujours une assistance qui est basée sur les droits. Et donc, c'est toujours basé sur les droits. L'école répond toujours au droit à l'éducation. Les centres hospitaliers ou les soins que l'on peut donner à quelqu'un qui est malade répondent au droit à la santé et ainsi de suite. Donc, l'accès à l'eau répond à tout ça. Donc, l'ensemble des activités humanitaires vont aller répondre à un besoin. Et ce besoin
généralement, est traduit en droit. Ça veut dire que ce n'est pas de la charité que d'aller travailler dans le cadre humanitaire, mais c'est plutôt aller répondre à un droit. Et lorsque on répond à ce droit, à ce moment-là, on est généralement dans l'attitude de titulaire d'obligation et de détenteur de droit. Et ça fait en sorte que nous allons dans l'humanitaire, non pas pour aller faire de la charité, mais c'est pour aller répondre aux droits et aux besoins, et cela nous donne des obligations. Donc, on a une certaine redevabilité par rapport à la souffrance humaine qui a été évoquée. Et juste faire la nuance avec maintenant les violations de droits de l'homme qui sont généralement des atteintes du fait de la violence qui est faite. Et là, on a des organisations spécialisées qui s'occupent de ces questions particulières. Mais pour tout le reste, il y a toujours un fondement de droit